Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve pour le combien? Le 20 avril. Alors accrochez-vous parce que le 20 avril, c'est un jour plutôt important, hein. De ce que j'ai vu, ça envoie du pâté, hein. Bon alors on commence tout de suite. Alors déjà, c'est le premier jour du mois de Floréal dans le calendrier républicain, donc on passe sur un nouveau mois. Donc le huitième mois du calendrier républicain français. Voilà, du 20 avril au 19 mai, donc la période des taureaux signes astrologiques, hein, évidemment. Donc voilà, avec une femme de qualité. Très bien, très bien. Donc, rose. Fleur des rosiers, arbuste du genre rosa de la famille des roséacées, la rose des jardins se caractérise avant tout par la multiplication de ses pétales imbriqués qui lui donnent sa forme caractéristique. Donc évidemment, tout le monde connaît les roses, hein. Appréciée pour sa beauté et sa splendeur, c'est vrai depuis l'Antiquité par de nombreux poètes, écrivains, ainsi que des peintres, pour ses couleurs qui vont du blanc pur au pourpre. Son parfum est devenu la reine des fleurs dans le monde occidental. La Pivonne lui dispute ce titre en Chine. Enfin bon, après, regardez la ressemblance, quoi. Enfin, attendez, la Pivonne, c'est juste, c'est juste une rose fanée, en fait, c'est tout. Ah là là, présente dans presque tous les marchés, presque tous les bouquets. Une des plantes les plus cultivées au monde, elle occupe la première place dans le marché des fleurs. Dommage, il n'y a pas de tableau. D'accord, on oublie souvent que les rosiers sont aussi des plantes sauvages. Et oui, donc DFM on estime que près de plus de 3000 nombres de cultivars disponibles actuellement dans le monde, de variétés de plantes. L'existence des roses remonte bien avant l'Antiquité, les fossiles plus de 40 millions d'années. Waouh, waouh, waouh. Donc la rose, vraiment la reine des plantes, quoi. Regardez. Regardez tout ça. Il n'y a aucun, il n'y a que du, enfin, c'est la plus grande page de Wikipédia que j'ai vue sur un élément qui apparaît dans les jours, quoi. Musique, télévision, industrie de la rose, hein. Donc la rose et la fleur dans la culture se développent le plus à l'échelle mondiale, produite principalement aux Pays-Bas, en Espagne, en Europe, en Israël, donc au Moyen-Orient, Kenya en Afrique, en Turquie, Maroc et même en Amérique du Sud, Équateur, Colombie. En France, 300 hectares sont alloués à la culture de la rose, principalement dans le Var, donc le Var sud-est de la France. La capitale française reste Doubs et La Fontaine, en Maine-et-Loire dans l'ouest. D'accord, d'accord. Quand même une fleur de qualité, quoi. Enfin, je sais pas. T'as un prénom très répandu en Europe et en Amérique. Voilà, donc on a la naissance de Vénus avec Botticelli. Ah, les rosiers grimpants, ça c'est magnifique, les rosiers grimpants, c'est des... On a l'impression que c'est la nature qui reprend ses droits sur les bâtiments, ça, c'est magnifique, ça. Ah non, vraiment, vraiment la rose, elle est introllable, quoi. On peut rien dire sur la rose. On ne peut rien dire dessus. Bon, allez, on va pas passer tout notre temps sur la rose, hein, même si on pourrait. Donc, Christophe Colomb prend le chemin de retour vers l'Espagne, il arrive le 11 juin 1496, départi pour ce deuxième voyage, ok. La bataille de Fratante, on s'en fiche. Une bataille, on n'a aucune information, bon bref. Jacques Cartier, qui s'est mis en tête de trouver la route du Nord pour atteindre les Indes. Donc les Indes, vous voyez où c'est là, hein, c'est ici, en Asie du Sud. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc voilà, pour sont passés par la longue et périlleuse route du Sud, par de Saint-Malo, avec deux petits bâtiments, et le soutien du roi François Ier à la recherche du passage, donc François Ier roi de la Renaissance. À défaut, il découvrira le Canada et le Labrador. C'est vraiment parce qu'on nous dit à défaut, genre, comme si c'était petit, c'était en, en, en compensation, alors que le Canada et Terre-Neuve, c'est magnifique, enfin je veux dire, oh, Jacques Cartier, c'est un énorme type, hein, un explorateur français magnifique, hein, qui a découvert le Canada, hein. C'est pour ça que le Canada était français, hein, pendant le 16e, 17e, 18e, oh, c'est tellement beau le Canada. Ah, c'est magnifique, hein. Dommage que ça ait si mal fini pour la France, hein, le Canada. Donc en 1653, Olivier Cromwell dissout le Parlement croupion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Olivier Cromwell, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un dirigeant anglais, enfin un révolutionnaire, un militaire en politique anglais, donc resté voilà, dans les mémoires pour participer à l'établissement d'un Commonwealth républicain. En fait, euh, il y a eu ça s'est passé pendant la première révolution anglaise. Alors, il faut savoir que l'histoire de l'Angleterre c'est compliqué, hein. Et donc, il y a eu une révolution un jour, et en fait, ça a fini sur la décapitation du roi Charles Ier. On lui a coupé la tête, hein. Ils sont 50 ans en avance sur la France, hein, donc les Français ils font genre la révolution, les Anglais faisaient déjà ça 150 ans avant, hein. Rien que pour dire. Et donc ensuite, ça a été une dictature avec Olivier Cromwell. Et en fait, ça a pas trop marché pour Cromwell. Enfin, je veux dire, les gens l'aimaient pas trop. Et bah lui aussi, en fait, savait que ça marchait pas. Et au final, bah les rois sont revenus au pouvoir. Et cette expérience a montré une chose en fait aux Anglais, c'est que même s'ils aimaient pas trop la monarchie, et ben quand c'était pas la monarchie, bah du coup on se retrouvait avec des trucs comme ça, comme Cromwell, et en fait c'était pas super non plus. Et du coup, quelque part, en fait, la mort du roi, ça a renforcé l'attachement des Anglais à la monarchie.
Donc, c'est très intéressant. Alors qu'en France, bon, ça c'est la mort du roi, ça n'a pas trop eu cet effet-là. Donc encore très intéressant. Et on peut comparer aussi les pays avec des choses, parce que là, enfin, je veux dire, dans les années 1650, on pouvait très bien se dire, ouais, l'Angleterre c'est une république et la France restera une monarchie. Et ça, non, impossible de prédire l'histoire, hein, impossible. Donc voilà. James Cook prend possession de l'Australie. Donc James Cook, un autre dirigeant, enfin non, un autre, comme Jacques Cartier, un autre explorateur français. Enfin non, pas français, donc anglais. Voilà, accident navire. Premier Européen à débarquer sur la côte est de l'Australie. Donc l'Australie, je rappelle, c'est une grosse île de 7 millions de kilomètres carrés. Bah, c'est pas l'île la plus grande du monde. Nouvelle-Calédonie, les îles Sandwich, et comme le premier navigateur à faire le tour de l'Antarctique, donc un type quand même de qualité, quoi. Il intègre en 1755 la marine royale britannique au cours de la guerre de 7 ans. Bah justement, on va pouvoir parler de la guerre de 7 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que la guerre de 7 ans? La guerre de 7 ans, c'est un conflit énorme. Vraiment. Enfin, qu'on connaît pas. C'est même appelé comme, c'est même considéré par certains comme étant la première guerre mondiale, et à raison, parce que, en fait, il y a eu des combats dans tous les continents. En Europe, en Afrique, en fait, en Europe, ça a été les pays européens, mais comme ils avaient des colonies partout, on peut très bien parler de première guerre mondiale. Voilà, vous voyez, en termes de pertes, ça a été 500 000 à 800 000, donc, ça s'est passé 8 ans après, donc, la guerre de succession d'Autriche, qui avait déjà fait pas mal de morts. Et durant cette guerre, c'est là qu'il y a eu un événement plutôt important. C'est que ça s'est passé en 1756. Et en 1756, qu'est-ce qui s'est passé? La France, elle a décidé d'arrêter, d'être avec la Prusse, comme elle l'avait été pendant la guerre de succession d'Autriche, et de se mettre contre la Prusse et de faire une alliance avec l'Autriche. La France qui fait une alliance avec l'Autriche. Alors, aujourd'hui, ça a l'air de rien, mais à l'époque, c'était un truc de fou, parce que ça faisait 200 ans que la France faisait la guerre à l'Autriche. Donc là, la France se retrouvait finalement avec l'Autriche. Donc ça, c'est un truc de fou. Si je dis ça, voilà, parce que c'est la France qui déclare la guerre à l'Autriche. Donc voilà. Donc, parce que j'ai un peu vu tout ce qu'il y avait, hein, vite fait. Là, un peu plus que d'habitude. Vous m'excuserez. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, les Français, ça les avait choqués, quoi. Parce que les types, ils font de la guerre pendant 8 ans contre les Autrichiens, enfin même contre 200 ans, contre les Autrichiens. Et là, ils se retrouvent, déjà, ils se retrouvent avec leurs alliés deviennent leurs ennemis. Et ils se mettent à taper leur ancien allié avec leur ancien ennemi. C'est n'importe quoi. Donc là, à ce moment-là, ça a été un des débuts donc des dissensions qu'il y a eu, entre le peuple français et les élites. Le peuple français ne comprenait plus ce que faisaient les élites. Là, c'était n'importe quoi, quoi. Et donc ça a mené de fil en aiguille. Enfin, ça a été une des premières causes donc de la défiance des Français face à la monarchie, puis ensuite de la Révolution française de fil en aiguille. Et tout ça pour dire qu'en 1789, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Révolution. Et les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré la guerre à l'Autriche. Et oui, et ben, ils ont aussi coupé la tête de Marie-Antoinette, faut savoir. Parce que et en fait, ça, c'est très intéressant parce que quand on s'en rend compte, c'est que pendant du 16e au 18e siècle, la monarchie française, quoi, les rois Louis XIII, Louis XIV, tout ça, ils étaient totalement contre l'Autriche. Puis, ensuite, les monarchistes ont commencé à être pour l'Autriche. Puis, du coup, les républicains, ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'être à nouveau contre l'Autriche. Donc, en fait, quelque part, ils ont été bien plus réactionnaires que les monarchistes de l'époque. En fait, les révolutionnaires, les républicains, ils pensaient comme les monarchies du XVIe siècle. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir que, malgré le fait que les républicains, ils ont apporté plein de choses totalement nouvelles, plein de nouvelles idées avec, par exemple, même les Lumières, et ben ils ont aussi eu des politiques réactionnaires où, on voulait taper sur l'Autriche, alors que l'Autriche était absolument pas un danger. Et le danger, c'était quoi? C'était la Prusse. Parce que la Prusse, c'est dangereux. Faudrait quand même le savoir. Parce que la Prusse, c'est l'Empire allemand. Au final, de fil en aiguille. L'Empire allemand, ça n'a pas fait que du bon à la France. Bref, voilà, voilà. Donc ça, c'est encore très intéressant de voir que souvent, certains qui peuvent paraître plus choses que d'autres, et ben en fait le sont moins. Vous voyez, c'est toujours une question de nuance. Hein. Je dis pas que les républicains étaient plus modernes que les monarchistes étaient plus modernes que les républicains, c'est faux. Mais sur certains trucs, ils l'étaient. Pas d'amalgame. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bataille d'Abensberg. Alors, bataille d'Abensberg, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pendant la guerre de la 5e coalition, donc on en a déjà parlé évidemment, donc la France contre l'Autriche, hein, l'Autriche qu'on a marre de la France, mais la France qui défonce l'Autriche. Donc une grosse bataille qui a eu lieu, donc voilà, donc Napoléon contre Charles-Louis d'Autriche. Je crois que c'était lui l'empereur, dans le grand maître de l'Antiquité.
Ah, c'est le fils de l'ancien empereur quand même, enfin de l'archiduc. Voilà. Et donc, ça a été Napoléon voilà, contre le truc là. Et donc ça a été une victoire française, mais vite fait quoi. C'est juste ça, voilà. Regardez, ici. Donc, bien qu'en Afrique numérique, 113 millions de Napoléon par avoir divisé les 160 000 Autrichiens en deux forces distinctes, chacun fut divisé, chacun fut ensuite contraint de se battre séparément. Là, mais Napoléon dut livrer 4 batailles en 4 roses, pour obliger les Autrichiens à évacuer la Bavière sans détruire le gros de l'armée autrichienne qu'il retrouvera à Essing et Wagram. Et donc ça, c'est deux batailles extrêmement importantes. Donc déjà Essling, donc déjà grosse bataille nulle, hein, parce que ça a été une victoire tactique autrichienne, statu quo stratégique, donc absolument pas une victoire française, donc ça a été horrible. Enfin déjà ça se passait dans des marais, c'était chiant. Napoléon il s'est pris une balle dans la cuisse. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, évidemment, donc pas mal de morts, je sais pas, une mauvaise journée, et surtout la mort de Jean Lannes. Et ça, c'était un énorme coup dur, parce que Jean Lannes, déjà, il est au Panthéon, pour dire le niveau du mec, maréchal d'Empire, évidemment, il a fait tellement de campagnes, il a bataillé. Il était là Austerlitz à Iéna, par exemple, il a été là à la campagne d'Italie, un truc de fou, quoi, un des meilleurs maréchaux de Napoléon, quoi. Mais heureusement, juste après, qu'est-ce qu'on a? Bataille de Wagram, donc là, on défonce les Autrichiens, on en a déjà parlé. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre alors aujourd'hui? C'est tellement important qu'on le met même pas dans les naissances, on le met juste dans les événements. C'est la naissance d'Adolf Hitler. Donc, est-ce que je peux vraiment dire des choses sur Adolf Hitler? Parce que mon but c'est d'apprendre des choses et Hitler, on sait déjà plein de choses de lui, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, 1889, hein, il devient Reich, il devient Führer en 1934, pas 33, en fait, il devient chancelier, puis ensuite, progressivement, pendant quelques mois, années, il prend le pouvoir, vraiment le pouvoir, et totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste, Troisième Reich, tout ça, Seconde Guerre mondiale, enfin, cet homme est tellement légendaire, Hitler, c'est un truc de fou, quoi. À ce niveau-là, c'est même pas un humain, on se demande vraiment si ce type a vraiment existé, à quel point c'est quelque chose qu'il a fait, c'est dingue. Vous vous rendez compte? Vers tout un continent et faire autant de morts. Un truc de fou. Bon. Et aussi, sinon, bon, on va finir sur un autre truc, parce que là, ça fait quand même déjà pas mal de temps. C'est, évidemment, les 211 ans de la naissance d'un grand homme. Louis-Napoléon Bonaparte, donc évidemment, Napoléon III. Si vous le connaissez pas, c'est l'empereur des Français. Alors déjà, vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas eu de Napoléon II. En fait, tout simplement parce que Napoléon II, c'était le fils de Napoléon et il n'est jamais arrivé au pouvoir. Et Napoléon III considérait qu'il avait été au pouvoir et du coup, il s'appelait Napoléon III. Des choses qui arrivent comme ça, mais en réalité, Napoléon III, enfin, il n'y a eu que deux Napoléons au pouvoir, Napoléon I et le III. Donc évidemment, donc ça a été chose intéressante de Napoléon III, c'est à la fois le premier président et le dernier monarque de France. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, il a dirigé le pays pendant 17 ans, donc quand même pas mal longtemps. Il a totalement modernisé le pays. Par exemple, il a totalement rénové Paris avec Haussmann. Il a, euh, il a totalement amélioré l'agriculture, les chemins de fer, tout ça. Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait? La guerre de 1870. Donc là, un truc totalement horrible. Je sais pas si je veux vous en parler un jour, parce que j'ai absolument pas envie d'en parler, tellement ce conflit fut horrible pour la France. Donc Napoléon, un homme qui a fait pas mal de bonnes choses, mais à la fin, vraiment, sa politique extérieure de Napoléon, c'était calamiteux, vraiment calamiteux. Bon, bah, je pense qu'on va finir maintenant. Alors déjà, qu'est-ce qu'on retient? Les roses. Donc les roses, c'est quand même magnifique. Hein. Rose bimbo. Donc ça, c'est tellement beau la rose. Jacques Cartier, évidemment, un français de qualité. Hein. Ils n'étaient pas que espagnols, portugais ou anglais, hein, les explorateurs, il y avait aussi des français. Le Canada, terre magnifique. Charles Ier, un roi qui se fait couper la tête en Angleterre, le Parlement britannique, voilà, Cromwell, donc un type un peu un connard, James Cook, un explorateur de qualité, le royaume de Prusse, un truc très 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 dangereux pour la France, la guerre de 7 ans, guerre très importante. Retenez le truc sur la France et l'Autriche, les révolutionnaires, ça c'est important. Donc les batailles révolutionnaires, Jean Lannes, un homme de qualité qui est mort, dommage. Puis donc la bataille des Slings, Adolf Hitler, enfin non mais quand je dis qu'il est légendaire, c'est pas un compliment, hein, c'est juste qu'il a fait des choses tellement horribles qu'on se demande vraiment si c'est possible. Et je remets pas en cause les crimes d'Hitler non plus. La guerre de 1870, évidemment, Napoléon III, un dirigeant à la fois qui a fait le meilleur et le pire. Et donc voici tout ce qui s'est passé le 20 avril. Hein. Donc vous avez vu plein de choses. Hein. Donc si vous avez aimé, vous lâchez des pouces bleus, vous mettez des beaux commentaires et vous vous abonnez. Allez, bisous.